Je suis très heureuse d'ouvrir ce colloque international sur l'épistémologie du désaccord qui nous réunira donc aujourd'hui et demain et au cours duquel, je l'espère, j'en suis sûre, nous aurons des échanges très fructueux. Je suis vraiment extrêmement heureuse que plusieurs collègues aient accepté de faire un très long voyage pour nous rejoindre et pour apporter à nos discussions toutes leurs compétences dans ce domaine. Comme notre emploi du temps est serré, je serai très brève dans ma présentation. La première chose que je souhaiterais dire, c'est que la langue du colloque sera l'anglais, mais ce sera aussi le français, et donc il faut que vous vous reportiez à la dernière version mise sur le site du Collège de France sur la chaire pour voir quelles sont les interventions qui seront respectivement en français et en anglais. Ce matin, le professeur Feldman fera son intervention en anglais. Ensuite, le professeur Joël Proust présentera son exposé en français, mais avec un PowerPoint en anglais. Cet après-midi, le professeur Bouvresse fera son exposé en français. Et ensuite, les professeurs Christensen et Keppel feront leur intervention en anglais. Bien. Pour demain, toute la matinée, demain matin, la langue sera le français. L'après-midi, il y aura 2 exposés en anglais et un exposé qui terminera nos travaux en français. Mais de toute façon, nous ferons évidemment tout notre possible pour que les 2 langues soient aussi faciles à manipuler, si j'ose dire, l'une que l'autre. Donc, lorsque nous prendrons des questions, vous pourrez les dire soit en anglais, soit en français, et répondre exactement de la même manière. Voilà, pour les petites questions linguistiques. Alors, aujourd'hui, nous avons donc 5 exposés, et comme je vous le disais, nous allons essayer de respecter l'horaire. Chaque conférencier disposera pour sa session d'1 heure, optimalement 40 à 45 minutes pour son exposé, qui seront suivis ensuite donc d'une discussion de 15 à 20 minutes en fonction du temps pris, n'est-ce pas, par son exposé. Donc je vous demande de respecter à peu près l'horaire pour que nous puissions être à peu près dans les temps. Alors, juste simplement pour commencer, quelques mots de présentation pour rappeler ce qui devrait faire, je l'espère, l'intérêt de nos travaux. Nous avons en permanence des désaccords avec autrui, que ce soit sur des sujets triviaux ou profonds, simples ou complexes. Et nous nous demandons alors quelle est la réaction correcte et rationnelle qui doit être la nôtre face à de tels désaccords. Si quelqu'un est en désaccord, disagrees with my beliefs, avec autrui, que ce soit sur des sujets donc, de quelque nature, il découle évidemment, semble-t-il, de ce que je crois, qu'il a tort. Dois-je alors souligner que, de fait, il a tort et conserver ma propre croyance? D'un autre côté, si cet autre qui est en désaccord avec moi semble aussi compétent, aussi bien informé que moi, autrement dit en présence des mêmes données probantes ou raisons suffisantes, et nous rencontrons tout de suite une première difficulté linguistique, c'est ainsi qu'on peut traduire le terme d'evidence, de preuve en toute rigueur, les données empiriques qui peuvent tenir lieu de preuve, mais en français nous ne pouvons pas traduire par évidence, comme vous le savez. Eh bien, toujours est-il que si je me trouve en désaccord avec quelqu'un qui semble aussi compétent que moi, aussi bien informé que moi, donc en présence des mêmes evidence,
ne peut-on tout aussi bien estimer que celui qui se trompe, c'est moi? Ne dois-je pas alors plutôt renoncer à ma croyance, soit en la révisant, soit tout simplement en adoptant une position neutre? Si je refuse d'accorder un poids égal, equal weight, à l'opinion d'un père épistémique, epistemic peer, ne suis-je pas en effet en train de donner un poids arbitraire et injustifié à ma propre opinion? En même temps, force est de constater l'ubiquité du désaccord. Dès lors, accorder un poids égal aux opinions des autres ne risque-t-il pas de nous acculer au scepticisme et à l'inaction? Pour Pyrrhon, on s'en souvient, un désaccord dialectiquement insoluble entre plusieurs individus était quelque chose de toujours imaginable lorsque nous avions affaire à des propositions portant sur la réalité. Et Pyrrhon en concluait que la rationalité épistémique requiert que nous suspendions notre jugement quant à la vérité de telles propositions. Eh bien, l'épistémologie du désaccord, the epistemology of disagreement, qui se développe aujourd'hui et qui constitue l'un des sujets de réflexion et de discussion les plus brûlants de la philosophie contemporaine de la connaissance, peut être conçue comme une manière de revenir sur le genre d'argumentation qui avait pu conduire Pyrrhon au scepticisme, en l'analysant à nouveau frais et avec des arguments et des instruments nouveaux. Elle conduit notamment à soulever, comme nous allons le voir aujourd'hui et demain, toute une série de questions aussi fascinantes que celle-ci. Quelle confiance pouvons-nous placer dans le témoignage d'autrui? Quelle est la nature des preuves, donc evidence, qui sont invoquées dans un désaccord entre pairs? S'agit-il de preuves supplémentaires ou additionnelles qui seraient en quelque sorte versées au dossier et qui feraient contrepoids aux preuves sur lesquelles ma croyance s'appuyait au départ? Ou bien ces nouvelles preuves viennent-elles saper, undermine, ces preuves? Est-ce là la preuve que je me trompais sur les preuves qui étaient à l'origine les miennes? De quelle manière une réflexion rationnelle d'ordre supérieur sur mes preuves pèse-t-elle sur ma situation épistémique de premier ordre, telle qu'elle est déterminée par mes preuves? Y a-t-il encore des normes non épistémiques, par exemple des normes conversationnelles, qui déterminent ce qu'est l'attitude correcte à adopter en cas de désaccord? Cette attitude doit-elle être celle du conciliationnisme ou bien, au contraire, du non-conciliationnisme? Est-il essentiel au progrès intellectuel, dans les sciences par exemple, de maintenir parfois ses opinions face à un désaccord massif? Eh bien, nos 2 journées vont nous donner amplement l'occasion de revenir sur ces questions et de faire apparaître les positions philosophiques qu'il est possible d'adopter dès lors précisément que sont mieux dégagées les implications épistémiques du désaccord.
Cela devrait nous permettre, en retour, d'apporter un éclairage nouveau sur quelques-unes des questions les plus fondamentales de la philosophie contemporaine de la connaissance, qu'il s'agisse de la nature de la preuve, du statut épistémique du témoignage, du rôle de la confiance en soi, de la validité du relativisme, des implications du faillibilisme, ou encore de nos croyances, qu'elles soient ordinaires, scientifiques, métaphysiques ou religieuses. Voilà donc pour le menu général de nos travaux aujourd'hui et demain. Alors, sans plus tarder, nous allons commencer cette matinée par l'exposé du professeur Richard Feldman, qui va nous parler donc de cette chose très difficile à traduire en français. Je donne le titre en anglais, « Evidence of evidence is evidence », que j'ai traduit « La preuve de la preuve est la preuve », mais c'est déjà, comme si vous avez bien entendu ce que j'ai dit, quelque chose d'un petit peu délicat comme traduction. Je voudrais dire quelques mots du professeur Richard Feldman, qui nous fait vraiment l'honneur et l'amitié d'être là parmi nous aujourd'hui. Il est professeur et doyen du College of Arts and Sciences à l'Université de Rochester, New York. Il est l'un des principaux philosophes de la connaissance contemporain. Il est notamment l'auteur de 3 très importants ouvrages, Reason and Argument, Evidentialism, qu'il a coécrit avec Earl Coney, et Epistemology. Et il est aussi l'auteur de très nombreux essais en philosophie de la connaissance et l'éditeur en particulier d'un ouvrage tout à fait important pour nos travaux aujourd'hui, qu'il a un ensemble d'essais qu'il a réunis avec Ted Warfield et qui a été publié à Oxford University Press en 2010, qui s'appelle tout simplement « Le désaccord », Disagreement. Donc c'est avec un grand plaisir que je lui laisse à présent la parole. So, Richard, if you please.